J'ai du sel à déverser, mais bien évidemment, je vais le faire de manière constructive. Euphoria, c'est une série qui a vu le jour en 2019 sur HBO et qui a marqué tout le monde instantanément. Si certains la trouvaient provocante pour rien, d'autres s'y sont retrouvés de par sa représentation de notre génération, la Gen Z, et de aussi son propos sur la santé mentale et l'addiction. Ce qui a marqué aussi avec Euphoria, c'est son esthétique, qu'on voit là. Son esthétique très onirique, que ce soit dans la photographie ou dans le costuming ou dans le maquillage. Même moi, j'ai voulu faire la ref. C'est une série qui a été beaucoup comparée à Skins. Skins qui est vraiment le blueprint des séries pour adolescents un peu provocantes avec le sexe, la drogue, etc. etc. Et on a beaucoup dit Skins a marché pour que Euphoria puisse courir. Je suis assez d'accord, même si c'est deux produits extrêmement différents et que j'aime beaucoup les deux pour des raisons très différentes. Euphoria, au-delà d'avoir un côté un peu trash qui est réel, ça a une vision sur l'appropriation des corps par les jeunes générations qui est assez intéressante dans les 2 premières saisons. On a vraiment une génération qui a un rapport à la pornographie très malsain et un rapport à leur propre corps qui est aussi très malsain. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment nous, on se définit par rapport à notre corps, euh, que ce soit en tant que jeune homme qui plonge vers la toxicité avec un personnage aussi impressionnant que Nate Jacobs, ou en tant que femme quand on voit les deux personnages à la fois miroir et en fait pas du tout, de Mazzy et de Cassie. Au milieu de tout ça, bien évidemment, on a Rue, jouée par Zendaya, qui a eu un Emmy pour ce rôle, qui se bat contre l'addiction. Et c'est son récit, puisque c'est elle la narratrice de tout ça. Et au début d'Euphoria, dans les premières saisons, chaque épisode commençait par la backstory d'un des personnages raconté par Rue. C'était assez exceptionnel. On avait une esthétique installée, on avait des personnages avec des thèmes installés, des personnages qui n'étaient pas des personnages trash et écervelés, mais qui représentaient vraiment quelque chose. Donc oui, Euphoria, ça a toujours représenté les corps d'une manière assez provocante aux premiers abords, mais il y avait un véritable message derrière. Saison 1 en 2019, donc saison 1 qui est magnifique. Magnifique, très 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 belle sur plusieurs aspects. Saison 2 qui est plus le drama, etc., etc. Ça garde l'aspect iconique, mais ça commence déjà un peu à flancher. Néanmoins, on garde l'identité de la série, on garde l'identité des personnages, et ça marche bien sur plein d'aspects. Saison 3 en 2026, 4 ans plus tard. Euphoria, c'est réputé pour avoir des gros problèmes de production et on a eu beaucoup de personnes du casting qui sont parties avec le temps. On sait jamais trop pourquoi. Euphoria, c'est très mystérieux. Ça fait aussi partie du mythe et du côté iconique, entre guillemets, de la chose que, bah, en fait, on sait jamais, mais ça a l'air d'être très compliqué et pas très sain euh, en coulisses, enfin, sur les plateaux. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que je suis pour des plateaux plus sains et pour qu'on déconstruise des attitudes que j'aime pas. Voilà. Ça reste toujours prudent de préciser que c'est une rumeur et que je n'ai pas la vérité sur ça. Ça a mené cependant au départ de la personne la plus importante en termes de direction artistique, Labrinth, qui faisait la musique, qui est un génie musical, sincèrement, qui a un aspect très sensoriel dans sa musique et qui a fait partie de ce qui était iconique et de ce qui faisait partie intégrante de la direction artistique de Euphoria. Peu de temps avant la diffusion de la série, il a publié un message sur Instagram en disant que il se faisait traiter comme de la merde et que c'était pas pour lui et qu'il se cassait et qu'il en avait marre de l'industrie, etc. Vraiment, il en avait marre. Il en avait gros sur la patate et il a décidé de se barrer. Donc, ça corrobore ce que je disais avant, mais c'est vrai que sans lui, c'est pas pareil. Déjà, ça annonçait déjà que ça allait être un peu plus compliqué. Et à sa place, on a Hans Zimmer, pas au top de sa forme. Et
Désolée, hein. Mais Hans Zimmer, j'ai l'impression qu'il fait toujours ça. Soit il fait des choses merveilleuses, il est capable de faire du sensoriel merveilleux, hein. Évidemment, on le connaît pour ça. Mais là, c'est chaud. C'est trop chaud. Ça fait très FL Studio. C'est horrible de dire ça de Hans Zimmer, j'en suis profondément désolée, mais... Pardon, qu'est-ce qui t'arrive? Mais revenons au truc principal. Euphoria saison 3 se passe donc 5 ans, si j'ai bien capté, parce que c'est jamais dit explicitement, après la saison 2 qui était au lycée. Je tiens à préciser que la saison 2 pour moi avait une très bonne fin, et que la série partait déjà dans tous les sens, et qu'on n'avait pas besoin de faire cette saison 3. Donc déjà cette saison 3 n'était pas forcément nécessaire. C'est le genre de série, tu sais que c'est nimp, mais tu regardes quand même jusqu'à la fin, parce que bah, t'as grandi avec en fait. Et du coup, c'est une saison qui s'est vendue en mode western. Mais il n'y a pas les codes vraiment. En fait, c'est une vitrine de plein d'inspirations sans réellement comprendre les codes de ce à quoi on aspire. On a vraiment l'impression que Sam Levinson se transforme en un Tarantino qui n'est pas vraiment un Tarantino, mais qui reprend aussi les côtés vraiment douteux de Tarantino. C'est chelou de faire ça, genre déjà, bon, Tarantino était dans les années 90, on n'avait pas encore évolué sur ça. Tarantino, moi, je trouve que c'est un affreux personnage que je n'aime pas du tout. Malgré tout, j'ai beaucoup étudié ses films, que ce soit à la fac ou même après. Et je connais assez bien les codes et le personnage et ses films pour capter quels sont ses codes et quels sont ses gimmicks. Gimmicks que vraiment on essaye de copier ici, mais ça marche pas du tout. Parce que il n'y a pas la tension dramatique qui va avec, parce qu'il n'y a pas les enjeux qui vont avec, parce que il n'y a pas aussi le côté... on essaye de mettre un côté loufoque qui existait déjà dans Euphoria, mais là on essaye de mettre le côté loufoque à la Tarantino, alors que ta série avait déjà ce côté-là, ça ne marche pas du tout, évidemment. C'est un dupe, en fait, c'est une contrefaçon de Tarantino. Et ça ne marche pas, ça ne marche pas quoi, ça marche pas du tout. Cette saison n'a aucune direction, ni cohérence globale. Oui, il y a quelques storylines qui ont de la cohérence, mais qui... pourquoi faire? Enfin... Pourquoi faire? C'est très compliqué et on a des personnages qui sont nerfés et Nate Jacobs, s'il vous plaît, le représentant de la masculinité toxique, qui en plus est un personnage extrêmement profond, intéressant, avec sa violence intérieure, avec son rejet de sa propre sexualité. C'est ça le personnage de Nate Jacobs. C'est une bombe à retardement normalement le frérot, hein, Et là en fait, sans explication de pourquoi il a changé ou de... je sais pas, je suis pas partisane de on a besoin d'une explication tout le temps pour tout, mais là oui en fait. Et je suis convaincue que même en 5 ans de thérapie, mais il avait pas l'air d'être très très prêt à aller en thérapie à la fin de la saison 2, tu ne deviens pas comme ça, c'est une chiffre molle. C'est une chiffre molle. Dans le sens où, déjà il sert à rien, mais au-delà de ça, de base, le mec est vraiment une bombe à retardement extrêmement toxique qui peut tout détruire sur son passage. Il fait quand même des dingueries dans les saisons 1 et 2. Il tabasse un mec et il le met en tôle en l'accusant d'un truc à tort. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il menace Maddie avec un gun. Enfin... c'est un gars extrêmement violent. Il étrangle Maddie aussi. Enfin, quand il est avec Maddie, il y a énormément de violence conjugale. C'est un mec dangereux. Et c'était tout l'intérêt du personnage d'avoir un mec dangereux profond qui en rejette sa propre violence et de sa propre identité et qui donc rejette toute la violence qu'il ressent envers lui-même et qui il est vers le monde extérieur. C'est tout le principe de Nate Jacobs. Et là, il est là. Et j'avoue que je sais même pas quoi dire sur lui parce qu'en fait tout le plot de Nate c'est vraiment que il doit de l'argent, il a récupéré l'entreprise de son père qui est endetté. Il doit de l'argent à des espèces de mafieux de GTA 4 qui n'ont aucun sens. Et je peux jurer, quand je les ai vus, j'étais en mode, ils sont GTA 4 coded, genre. Mais dans GTA, c'est ok d'avoir une satire avec des mecs
sais, ça fait méchant de seconde zone de GTA, parce que pour le coup, les méchants dans GTA 4 sont merveilleusement bien développés. Mais et en fait, il te bait tous les épisodes. Il a genre. Il a un peu plus de screen time au début, mais tous les épisodes, il te bait en mode. On va te tuer, on va te tuer, on va te tuer. Ok, gros. Et genre, il joue avec lui comme un chat joue avec une souris, genre. Et au final, il est mort. Et ça faisait genre 3-4 épisodes qu'il était en mode en courant. Ok. Mais à part mettre Jacob Elordi sans t-shirt pour qu'on voit ses abdos pendant qu'il court, ça sert à quoi? Mais même, enfin, je suis pas pour qu'on le mette sans t-shirt comme ça parce que ça sert à rien. Et toute la nudité masculine qui était montrée dans les premières saisons, elle servait vraiment à quelque chose. C'était un regard, le male gaze, qui est très présent dans nos médias, c'est un regard masculin différent sur le corps masculin. Quelque chose qu'on a très très peu dans les médias. Et en fait, on est passé d'un regard sur le corps masculin qui était vraiment sur la construction du corps, pourquoi on se construit un corps tel qu'il est, le rapport à se construire un corps fort, etc. À regardez, c'est Jacob Elordi, oh, il a des abdos. Il se fait constamment victimiser, mais ça n'a pas de progression. C'est ok de victimiser un personnage, mais là, sa mort est éclatée, hein. J'étais très en colère, au premier degré, quand j'ai vu qu'il mourait la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière. En plus, on essaye d'instaurer un espèce de truc d'horreur claustrophobique, d'enfermement, qui m'a fait penser un peu à 127 heures. Sauf qu'encore une fois, ça marche pas. Parce que les codes sont mal mis, parce que... en gros, il l'enferme sous terre, dans un cercueil, mais avec un trou. Et dans le trou, il y a somehow un serpent. Somehow the snake returned. Un serpent qui arrive, et voilà quoi. Et le traitement des animaux dans cette saison me débecte, hein. C'est pas comme ça que ça marche un serpent, en fait. Et il y a beaucoup de violence animale. C'est gratos et j'aime pas ça. Et j'ai du mal. Il y a un oiseau qui meurt plutôt dans la série. La séquence dure bien 1 minute avec un oiseau qui convulse. C'est pas drôle. Ça sert à rien. Ça aurait été même dramatiquement plus efficace que juste il tombe d'un coup. C'est juste cruel. Enfin, c'est même pas juste parce que ça me trigger, c'est parce que t'as l'impression on te le met à la gueule en mode regardez, c'est choquant, n'est-ce pas? Alors que on a reproché à la série d'être choquante pour rien à la base, alors que c'était pas le cas, que c'était faux et que la série était plus profonde que ça. Désormais, c'est ce qu'elle est devenue. Euphoria est devenue le cliché de ce qu'on lui reprochait d'être et bah c'est nul. Et la mort de Nate Jacobs, inutile. On a vraiment l'impression qu'on lui a dit casse-toi. Ah, on est fatigué, on sait pas quoi faire de toi, va là-bas. 6 pieds sous terre, Nate Jacobs. Et j'ai rien d'autre à dire à part que vraiment, je pense que je me suis assez bien exprimée sur l'essence de base du personnage, qui était terrifiant, impressionnant, bombe à retardement, et en même temps terriblement fascinant de par ce qu'il représentait et l'interprétation de Jacob Elordi. C'est très compliqué. Et c'était du coup le seul personnage masculin fort qui nous restait. Et c'est une série qui représentait la santé mentale masculine assez bien. Et maintenant, c'est genre, on va. Ce personnage, tu vois, il était méchant. Maintenant, il va en baver parce que. Parce qu'il était méchant. On va clore ce chapitre parce que je peux en parler très longtemps. C'est le seul personnage masculin fort qui nous reste de la base. Et en fait, on nous introduit d'autres personnages masculins qui sont assez cool. On a Alamo qui est un propriétaire de strip club, c'est un trafiquant de stripteaseuses en gros. Et d'autres choses aussi, évidemment, mais on va y revenir après. Qui est charismatique de ouf. Et en fait, on penserait qu'on le développerait, mais non. On a un flashback, hein, mais qui ne fit pas du tout avec ce qu'on présente derrière. On a son assistant, je me souviens même pas de son nom, j'avoue, mais il est extrêmement charismatique et c'était le personnage le plus intéressant qu'on n'a pas développé. Même sur la fin, on le lie à Maddie et on sent vraiment qu'il y a une alchimie, etc. Mais bah, on sait pas. Il se barre avec Maddie à la fin, mais
à savoir. Et on a nos girlies. Par qui commencer? On va commencer par Cassie. La grosse controverse de la saison. Cassie qui devient une modèle OnlyFans. Je capte ce qu'ils ont voulu faire en vrai. Je vais me faire l'avocat du diable. Je capte qu'ils ont voulu faire une critique du système OnlyFans, du système de comment le travail du sexe peut fonctionner avec ses dérives, etc. Comment l'influence à Los Angeles, blablabla. Ça fait très critique de boomer, alors que dans les premières saisons, ça faisait très critique proche de notre génération. Mais en fait, c'est juste grossier. Je capte qu'on a voulu faire de la surenchère, justement, en mode voilà, elle fait de la surenchère, voilà, c'est trop, voilà, c'est Cathy, she's a dumb bitch. C'est pas une dumb bitch à la base, Cassie. Si on prend la saison 1, Cassie, c'est un personnage qui se sursexualise parce que les hommes autour d'elle, lui, ont fait penser que elle ne valait pas mieux que ça. C'est un personnage qui a un rapport à son corps très, très malsain et qui est pourtant une âme très sensible et qui se définit mal en fait entre tout ça, et c'est extrêmement intéressant. Bon, déjà dans la saison 2, bon voilà, c'était un développement discutable mais qui était cohérent avec son personnage. Mais là, j'aime pas qu'on ait pris cette route avec un personnage qui a été tiraillé entre sa sexualisation, son hyper-sexualisation et le côté sensible. On a oublié que Cassie de base, elle voulait être patineuse artistique, par exemple. C'était un personnage très sensible et très touchant. Et c'était un personnage tellement intéressant. Qu'est-ce que j'ai... En fait, non. Pas de développement. Maddie, c'est la seule qui est un peu développée. En vrai, bon. Elle essaye de manager des modèles OnlyFans, encore une fois. Mais on a quand même un développement de personnage un personnage qui galère, un personnage qui se développe, un personnage qui devient adulte, un personnage qui essaye de sortir de ses carcans, etc. etc. Et c'est très intéressant. On a Jules, que j'adore Hunter Schaeffer. Et pareil, heureusement qu'elle était là, quoi. Jules, elle reste dans son appart, elle peint des tableaux, elle a quitté son école d'art et elle se fait entretenir par un sugar daddy qui la met dans du plastique. Voilà. C'est tout. C'est tout. Jules, personnage, en fait, c'est des personnages qui avaient un rapport à leur sexualisation tous très complexe et très intéressant. Et en fait, là, non, c'est... Pourquoi tous tes personnages féminins sont plus ou moins officiellement des travailleuses du sexe? Ça peut être intéressant, bien évidemment. Mais là, c'est pas dans un intérêt... C'est... Tu sexualises juste tes personnages, en fait. Alors que la série avait un discours sur la sexualisation de base qui est extrêmement intéressant et complexe. Et là, c'est juste gratos. C'est pas une réflexion. C'est pas une réflexion sur le travail du sexe, c'est pas une réflexion sur la sexualisation, c'est gratos, tout est gratos. Et c'est fatigant. Et c'était fatigant de regarder semaine après semaine, mais je voulais aller jusqu'au bout pour me dire, bah ouais, ok, j'ai regardé la fin de Euphoria, c'est important pour moi de regarder cette fin. On a évidemment tout ce truc de western avec non. On a des codes qui marchent pas parce qu'ils sont mal faits. Pour avoir énormément étudié le western, je pense qu'en fac de cinéma, tous les gens qui vont en fac de cinéma, ils étudient énormément le western à partir du moment où ils étudient l'histoire du cinéma américain. Le western, c'est un genre qui est extrêmement important dans la renaissance du cinéma après l'arrivée de la télévision. C'est un genre qui est extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement intéressant et qui est très codifié avec ses genres et ses sous-genres. Et c'est genre archi beau, c'est archi tension dramatique, une tension dramatique assez impressionnante dans les westerns. Et voilà, encore une fois, c'est une vitrine. C'est l'heure de parler de Roux. Performance. En fait, par contre, tous les acteurs se donnent et sont exceptionnels. Hein, ça, j'ai rien à dire sur ça. Comme d'habitude, le casting de Euphoria est absolument merveilleux. Mais du coup, Roux, qui va encore se retrouver en side quest toute la saison, toujours extrêmement attachante, avec un développement qui est présent, qui est très présent, et qui va vaciller entre le strip club où il se passe des trucs bizarres et des suprémacistes
un peu zozo, pas qu'un peu en fait. Laurie qui était un personnage menaçant, etc. avec toute son attitude. Elle est juste avec ses potes débiles qui servent à rien, enfin. On a tout un bail avec plusieurs stripteaseuses qui ont leur petite storyline. On a Angel qui était le seul bon épisode de la saison en fait, en réalité. Angel qui était un personnage extrêmement intéressant avec une actrice extrêmement qualifiée pour ce rôle. Elle l'a joué très très bien. C'était vraiment un bon portrait de personnage et c'était un excellent personnage. Qui a été là un épisode parce qu'après ils l'ont envoyé dans une clinique très très louche avec toutes ces Tarantino tad. On a une fin qui sort du chapeau avec Roux qui décède d'une overdose qui est un piège en plus. En fait, on a eu tout un récit sur l'addiction et sur le fait que l'addiction c'est un piège qui peut mener de manière parfois inévitable à ce genre de situation et à des morts qui sont tragiques. Et on a le personnage d'Ali qui veille sur Roux et qui a sa propre backstory qu'on n'a plus à part pour Alamo et Ali. Et du coup on a Ali qui veille sur elle, on a tout un truc de backstory sur Ali qui perd tout le monde, en étant sponsor qui perd absolument tout le monde. Et on se doute, à partir du moment où on nous met ça sous les yeux, on se doute que bah oui elle va mourir. De toute façon on s'en doute depuis la saison 1 qu'elle va mourir. La scène de mort est magnifique. C'est du Euphoria pour de vrai. Et je trouve que ça donne la sensation de mourir. Le fait qu'elle aille dans des endroits qu'elle connaît qui sont familiers, le fait qu'elle rêve de Fez. J'ai eu très très peur quand ils ont mis Fez. Je me suis dit, Angus Cloud, l'acteur est mort. Je me suis dit, ils vont pas nous mettre une storyline avec un mec mort. Enfin, c'est archi irrespectueux. J'étais énervée. Après, j'ai capté. Je me suis dit, ok. On fait un bel hommage à Angus Cloud aussi. Parce qu'on a des images de eux deux qui ont été enregistrées il y a longtemps. Et du coup, elle retourne chez elle. Elle voit Jules, elle voit sa sœur, elle voit sa mère. Et en fait, elle fait un câlin à sa mère, elle fait un câlin à son père. En fait, quand elle meurt, elle s'éloigne de sa mère qui tend sa main pour la rattraper. Et elle la rattrape pas. Et je trouve que c'est... J'avoue, j'ai lâché la larme. Ça m'a mise pas bien. C'était une une séquence magnifique. Absolument magnifique. Mais c'est sorti du chapeau, malheureusement. Ça fait 2 séries que je vois qui ont des scènes de mort pas trop mal, sorties un peu de nulle part avec un contexte désastreux, d'un personnage super intéressant au milieu de l'épisode. Ça fait 2 séries d'affilée là quand même, ça fait beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que elle replonge pas, comme dans le final de la saison 1. C'est qu'en fait, elle est indique, Roux, à un moment elle devient indique dans la série. Et que Alamo le sait, parce que je crois que c'est Maddy qui lui a dit, enfin c'est tout un enchaînement, Lexi a dit à Maddy qui a dit à Alamo, je crois que c'est ça. Et du coup en fait elle a mal parce qu'elle s'ouvre la main et genre il lui donne des painkillers, des antidouleurs. Et en fait c'est pas des antidouleurs, c'est du fentanyl et du coup elle fait une overdose et elle meurt dans son sommeil sur le canapé d'elle. Tu fais tout un récit sur l'addiction et même là, alors que c'est le cœur de ton truc et que on voit que Roux elle est dans un cycle où elle s'en sort pas et que on t'emmène vers le truc que c'est Ali qui a réussi à devenir sobre, qui va continuer à guider un maximum de personnes qui essayent de s'en sortir et qui va continuer le cycle parce qu'il y a une passation réelle de personnage principal à un autre. Et en fait, au lieu de la faire replonger, ce qui serait le plus logique narrativement, hein, par rapport à tout ce qu'on nous foreshadow et tout, c'est un piège, c'est un plot device con. Enfin, je trouve que ça enlève énormément au parcours du personnage. On insiste tellement sur le fait que Roux elle replonge et que là le moment où elle en est dans sa vie c'est pas un moment où elle va s'épanouir et que bah elle risque fortement de replonger et en fait on la piège. On te fait un plot twist, c'est nul. Ça gâche le parcours du personnage, ça ajoute au côté tragique. Mais du coup, en fait, t'as tout le truc de ah non, c'était une addict, elle est morte. Bah ouais, mais elle est morte parce qu'il y a eu un piège. Enfin, et du coup, en plus, c'est horrible parce que tout le monde croit que bah non, elle l'a fait toute seule d'elle-même, genre l'overdose. Enfin,
Je trouve ça pas juste pour son personnage et je trouve ça bizarre. Enfin, et du coup, la fin de la série, c'est ils trouvent tous Dieu, à savoir pourquoi. Il y avait quelques... à savoir que je connais très très bien la Bible, puisque je ne le suis plus maintenant, mais j'ai grandi catholique, et que à la fac de cinéma, on a étudié la Bible, parce que la Bible, c'est narrativement très très étudié, parce que... bah, il y a les archétypes bibliques, on les retrouve énormément dans nos médias depuis la Bible. Et pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça représente énormément de choses. On a eu Rue qui se rapprochait de Dieu, mais Rue elle s'est rapprochée de Dieu dans la saison 2, dans une séquence magnifique avec Labyrinth et la chanson I'm Tired, qui est absolument merveilleuse. Je trouve que ajouter du symbolisme biblique tout autour de ça, c'est très smart. Mais encore une fois, ça n'a pas été compris et c'est du token. Enfin, c'est du token biblique. C'est de la vitrine. C'est un symbolisme religieux vitrine, malheureusement. J'entends tout à fait que oui, c'est libre à interprétation, etc. Un archétype est un archétype, qu'il soit biblique ou pas. Et il y a le symbolisme religieux, il est assez clair pour moi. Et le symbolisme religieux, c'est pas d'un coup tout le monde se tourne vers Dieu, genre. Enfin, tout le monde trouve Dieu, mais il tire sur tout le monde quand même. Hein. Donc c'est un peu bizarre. Il y a vraiment le côté rédemption avec le Seigneur et tout, mais que ça bute des gens, que ça tape des gens. Genre, ok. Est-ce que Ali, il y a un time jump, Ali devient soldat, il capte que Rue, elle a pas morte d'elle-même. Ils trouvent Alamo, ils font un espèce de duel où justement on essaie de reprendre les codes du western. Papa, oh il est mort. Gore comme pas possible, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, mais genre... C'est gratos, encore une fois. Je trouve que ça va avec son personnage d'avoir été délulu jusqu'au bout de ah oui, le soldat en face de moi, je le démarre. Je trouve que c'est très délulu à la mot et qu'il est un peu mort en réalisant son rêve quelque part d'être un cow-boy. Et c'est assez intéressant comme fin de personnage pour le coup. Mais du coup, après, Ali va prêcher la bonne parole après avoir buté plein de gens et retourne voir les Amish que Roux a vus dans la scène d'ouverture de la saison 3. Et ça finit à une table avec des Amish, avec une roue fantôme, enfin de l'imagination quoi, qui disent que Dieu nous bénisse tous. Ou vous bénisse. Ça aurait pu fonctionner si on avait eu un symbolisme religieux progressif. En fait, sur la fin, on a l'impression que ça commence à se développer et qu'on a passé 3-4 épisodes de nonsense bizarre, genre... On a vraiment passé 3-4 épisodes où t'as l'impression que c'est du filler qui essaie d'installer quelque chose qui ne fonctionne pas. Et qu'à la fin, on revient à nos racines. Et à nos personnages, nos vrais personnages. Euphoria, on nous a laissé le doute sur si ça serait fini ou pas. Fort heureusement, c'est fini. J'ai bien vu, j'ai bien reçu le mail de Variety qui a dit fin confirmée, tout va bien. Si je rewatch, je m'arrêterai à la saison 2 et je considérerai que c'est la fin. La saison 3 ne vaut pas la peine d'être regardée. La saison 3, à part si vraiment on a grandi avec et qu'on est curieux, mais c'est énervant. C'est éreintant parfois. À part l'épisode 2 qui est un très très bon épisode. Je trouve ça intéressant à la base. L'esthétique, on va jamais l'oublier. N'oublions pas, s'il vous plaît, Petra Collins, qui est une photographe merveilleuse. Et n'oublions pas le maquillage d'Alexandra French, de Donny Davy. Et n'oublions pas la musique de Labyrinth que j'écouterai très 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 longtemps. N'oubliez pas que Labyrinth vient de sortir un album aussi qui est trop cool. N'oublions pas l'impact culturel qu'a eu Euphoria. N'oublions pas l'impact que ça a eu sur nous. Oublions cette saison 3 qui ne fait pas sens et qui est une sorte d'éco-trip super étrange avec des inspirations qu'il ne comprend pas. C'était beaucoup de bruit pour rien. Et justice, j'arrive pas à croire que je dise ça. Justice pour Nate Jacobs. et justice pour Roux, qui a une très belle séquence de mort quand même. Nous ne t'oublierons pas. Et nous ne vous oublierons pas. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour d'autres critiques à chaud de séries, de films, et j'aimerais bien faire les jeux aussi, mais j'ai du mal à parler de jeux vidéo à chaud parce que je suis très méthodique sur mes notes.
Tu peux surtout t'abonner à mon TikTok où je poste quasiment tous les jours des analyses, justement, pop culture, ciné, série. Et voilà. Merci beaucoup, à la prochaine!